Bienvenue au podcast Zoe, un moment pour parler en toute vulnérabilité du deuil sous toutes ses formes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Daude-Carrière, avec qui j'aurai la chance de discuter de son processus d'infertilité, du deuil de la grossesse qu'elle avait imaginé, mais également du deuil de ton cher papa. Donc, Valérie, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Je trouve que c'est un sujet super humain puis important à discuter. Fait que merci Ouais. à toi de l'invitation. Plaisir. Comment tu vas, premièrement? Bien. 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 Oui, vraiment Ouais. bien. Je pense justement qu'un deuil, il y a plusieurs étapes. Ouais. C'est pas nécessairement de tourner la page, mais ça s'évolue. Exact. Alors, quand tu repenses à la jeune Valérie, la femme de 24 ans, avant le début de ton parcours d'infertilité, comment qu'elle imaginait sa maternité, sa grossesse? Je viens d'une famille on est 3. Et puis, je m'étais imaginé une grande famille. J'ai toujours voulu être maman. J'avais même pas considéré qu'il pouvait avoir des problèmes de fertilité. Fait que je me suis lancée là-dedans, puis en me disant, ça prendra le temps que ça prendra, mais dans ma tête, je pense que c'était environ 1 an. Fait que c'est sûr qu'il y a eu plusieurs réalisations, constatations que la vie ne va pas nécessairement comme on l'a planifié, comme on s'y attendait. Ouais. Fait que ça a été des montagnes russes. Je comprends. Puis, comment que tu as su que tu étais infertile? C'était quoi le moment? J'imagine, évidemment, tu as essayé plusieurs fois, ça ne fonctionnait pas. Donc, comment ça s'est passé un peu, le déroulement? C'est vraiment après un certain moment que là, tu te dis, ben voyons, on dirait qu'il y a rien, rien s'attache, ça fonctionne pas. Puis, on s'est dit, bon, ben on va aller consulter, on va aller voir, on va aller creuser. Mais j'étais très jeune, fait que souvent, en cognant aux portes de spécialistes de fertilité, ils disent, mais non, mais ma belle, t'as tout l'avenir devant toi, ça va bien aller, on va quand même faire les tests, mais t'as tout le temps. Fait que d'un côté, je suis reconnaissante de m'y avoir pris jeune, parce que ça a quand même pris un processus de 4 ans Wow. pour tomber enceinte. Est-ce qu'avec ton conjoint, c'était quelque chose de facile à discuter? C'est sûr que là, je suis à 2 reprises dans le processus de fertilité avec 2 personnes différentes. Je te dirais que chaque personne est complètement différente. Le processus est différent aussi. Si on y va avec mon vécu avec le papa d'Olivia, très ouvert, on en parlait facilement, puis on a tout de suite dit, bon, ben on va aller consulter, on va aller voir pour faire progresser les choses. Je comprends. Oui. Puis, comment ça s'est passé vraiment ta grossesse, donc, avec Olivia? Mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Bien, de un, le temps de se rendre à cette grossesse-là, c'est des grosses épreuves. C'est énorme émotionnellement de passer par la fertilité. Surtout quand il y a plusieurs échecs. Tu as tout le temps l'espoir, la déception, de se dire, bon, ben OK, on recommence. Les injections, c'est énorme. Moi, j'ai trouvé ça personnellement très difficile de passer au travers de la fertilité. Difficile sur le corps, j'imagine aussi? Sur le corps, émotionnellement aussi. Fait qu'autant physique que émotionnel, même peut-être plus émotionnel dans tout ça. Mais une fois que j'ai eu la belle nouvelle, mon Dieu, c'est une vague de joie qui t'emporte, en plus d'apprendre qu'il y en avait 2. C'était des jumeaux, toujours voulu une grosse famille. Fait que non, c'était un beau moment. Mais vite, la réalité a pris une autre tournure. Oui, parce que en fait, tu as eu tes premières contractions à 20 semaines, de ce que tu m'avais dit. Oui, puis même avant ça, juste le fait de me faire dire dès le début, t'es une grossesse à risque. Alors, tu vas devoir être alitée. Puis ce que ça comprend, être alitée, c'est pas d'être assise, c'est pas de prendre les choses plus au ralenti, c'est vraiment un arrêt en entier. Alors, tu vas être couchée dans le lit pendant toute ta grossesse et on va essayer de te rendre le plus loin possible pour avoir des bébés en santé. Au début, tu te dis, bon, OK, c'est gros, mais tu te dis, OK, je le fais pour le bien des bébés. Ça devient très dur. Tu te sens en prison. Ton corps est en forme, tu as envie de faire des choses, tu as eu la bonne nouvelle que tu es enceinte, tu as envie d'en profiter, puis là, tu es restreinte à un lit. C'est difficile de te faire servir à manger. Tu peux à peine te lever. J'avais le droit à 2 fois d'aller aux toilettes dans ma journée. Puis vraiment, tu sais, pas être en mode assis, d'être couché. T'as mal aux hanches après un certain temps. Pour vrai, ça devient dur, ça devient un peu dépressif. Là, c'est de se trouver des choses à faire puis de garder comme but en entier. Mais tu sais, c'est pour le bien des bébés que j'ai tellement voulu. Ben oui. Puis est-ce que tu te sentais un peu déconnectée de la réalité, comme pour te protéger du fait que tu allais peut-être les perdre? J'ai jamais considéré... C'est ça, je sais pas si ça a été assez bien expliqué pour que je comprenne qu'il y a un risque. Dans ma tête, c'était, voici ma mission. Si je fais bien les choses,
je vais avoir le résultat escompté. Je comprends. Fait que non, j'ai jamais pensé que ça pouvait vraiment arriver. Ouais. Fait qu'à 20 semaines, quand j'ai commencé les contractions, moi, je pensais que j'avais mangé quelque chose de pas bon. On est allé à l'hôpital parce que j'avais vraiment mal au ventre. Puis c'est là qu'on m'a dit, t'es dilatée, t'es en train d'accoucher. Tu perds les bébés. C'est une fausse couche au final. J'ai des frissons. Ouais. C'est dur comme nouvelle. C'est dur de se dire, je suis en mode sacrifice depuis 4 mois et demi. Puis autant que c'était difficile, je pense que ça a été la partie la plus facile au final du parcours. Tu sais, on vit tous différents deuils au fil de la vie. Ben oui. Il y en a des plus difficiles que d'autres. Puis au final, d'être alitée a été difficile, mais ça n'a pas été la portion la plus difficile. C'est quoi qui a été la portion la plus difficile pour toi? Un mix de beaucoup de choses, mais d'apprendre à 20 semaines que j'allais peut-être les perdre après tout ça, c'était de se dire, de s'imaginer, bon, ben là, je recommence à zéro dans mon processus, de recommencer la fertilité. Tout ce que je m'étais imaginé, tu sens encore les coups de pied, ils sont encore là, ils sont encore en vie. Comment on peut me dire qu'ils ne vivront pas? Mais là, on t'explique que vraiment, le protocole à l'époque qui a changé au fil du temps, mais à l'époque de ma fille, 24 semaines, c'était une vie qui était plus viable. En bas de 24 semaines, on ne les intube pas. Intuber, c'est vraiment donner le tuyau avec l'oxygène, parce qu'un bébé à cette taille-là ne respire pas par soi-même. C'est impossible. Alors là, de se dire, on est à 20 semaines, on ne les intubera pas à moins que je sois à 24 semaines. Fait qu'on était en mode combat, là, c'était de sortir des articles, de savoir où ailleurs c'est déjà arrivé que des bébés plus prématurés, des ultra prématurés avaient survécu. Fait qu'on on a mis en place de ralentir les contractions. Fait que ce que je pensais qui était la prison à la maison, c'était encore pire à l'hôpital. My God. C'était alité que là, tu ne peux plus te lever. Il n'y en a plus de toilette, c'est fini. Tu as la tête un petit peu inclinée par en bas, les jambes par en haut. On va essayer d'aider avec la gravité. Des bas de contraction parce que là, vraiment, là, tu ne peux plus te retourner dans le lit. Il faut pas faire des plaies de lit. Vraiment, ça a été extrêmement difficile, mais j'avais un tableau devant moi. Puis là, le but, c'était de faire le plus de X possible pour se rendre le plus près de 24 semaines. Je comprends. À 23 semaines, j'ai une grosse infection qui a été contractée, fait que ça s'appelle E. coli. C'est mortel, mais traitable. Mais là, c'est rendu que ma vie est en danger. Il faut sortir les bébés. Il faut venir me donner les traitements pour en passer au travers. Mon Dieu. Fait que je dois accoucher. On est proche de 24 semaines. On a un docteur, c'est des docteurs en rotation, puis un docteur qui est tombé du ciel, qui a dit que si lui voyait qu'il y avait une chance de survie, il allait tout faire. Il allait tout faire. Tu sais, la plus belle chose que tu peux entendre, c'est que tu es avant le temps, mais que tu vas être l'exception, puis qu'on va essayer de tout mettre en place. Fait que j'accouche à 23 semaines en très piètre état. Puis là, j'étais très déconnectée de tout ce qui se passait. On dirait que j'étais encore en mission, ils vont survivre, ça va bien aller. Fait qu'ils prennent le bébé. Puis ce que je pense qu'ils vont faire, c'est de le mettre dans l'incubateur à côté de moi puis de l'intuber. Puis là, je vois que finalement, on me demande la question, « Veux-tu dire au revoir? » Oh. Fait que je sais pas si c'est... si mon cerveau a assimilé l'information ou si je suis rentrée en mode choc pour me protéger de vivre pleinement les émotions. Mais j'ai juste fait un nom de la tête. Puis il est parti. Mes sympathies. C'était justement ma question, si suite à l'accouchement, tu t'étais comme déconnectée de tes enfants par peur de les perdre. Donc, c'est justement ça. Oui. Bien, la belle chose dans tout ça, parce que pour vrai, au travers de toutes ces difficultés-là, c'est une très belle histoire, c'est qu'Olivia, à sa naissance, elle a survécu. Puis c'est sûr, j'ai pris du temps à aller chercher de l'aide. C'était comme une culpabilité de ne pas avoir dit au revoir. De me dire, tu sais, j'étais la maman, j'aurais pu faire les choses autrement. Mais au final, tu sais, peut-être que tout ça est arrivé pour protéger Olivia, puis Olivia est ici maintenant. Ben oui. On salue Olivia. Salut, cocotte! Oh, mon Dieu. Puis là, elle a 12 ans, grande cocotte. OK. Puis c'est ça s'est... Fait que suite, elle a été intubée, je pense, pendant 5 mois. Oui, fait que c'est dans les soins intensifs, en incubateur, pendant 6 mois, pour après retourner à la maison avec un respirateur OK, à la maison. À la maison aussi, parce que ses poumons n'étaient pas encore assez forts pour qu'il
qu'elle fasse pas des arrêts. On savait pas exactement quand est-ce qu'elle allait plus avoir de respirateur ou si elle allait ne plus en avoir. Mais ça s'est super bien passé. Tu sais, au travers de toutes les épreuves, pour vrai, elle a eu un parcours de très grand prématuré qui s'est bien passé. Fait qu'après un autre 5 mois environ à la maison, elle avait plus besoin de cette assistance-là. Oui. Puis elle a commencé à grandir comme n'importe quel enfant normal. Ben oui. Puis est-ce que tu as vécu avec un regret longtemps de ne pas avoir dit au revoir? Est-ce que tu avais pensé à un nom? Oui. Oui? Oui, j'avais pensé à un nom. Puis ça, c'est avant même que la maladie emporte mon père. Mais pour moi, c'était important d'avoir une partie du nom de mon papa. Fait que ça leur a été honoré comme ça. Mais j'ai une petite boîte chez moi, vraiment, avec... parce que peu importe, même si j'ai pas fait mes au revoir, je pense que le spécialiste de la santé sont quand même habitués à ça. Ils te font quand même une boîte pour ramener chez toi avec une couche, un petit bracelet, puis sa trace de pied et tout. Fait que, oui, je comprends. Fait qu'est-ce que tu, des fois... Bien, j'imagine que tu entretiens peut-être encore une relation avec cet enfant-là, même s'il n'est pas ici, il n'est pas présent. À force de faire des réflexions, d'aller consulter aussi, chose que je pense qui m'a grandement, personnellement aidée, c'était de l'extérioriser. Parce que souvent, quand on se sent coupable, on a même honte d'en parler. Fait que d'en parler, ça m'a aidée dans ce processus-là. Puis maintenant, je le vois comme plus un effet lumière, un ange gardien, de comme Olivia est ici, peut-être grâce à lui. Puis est-ce que tu lui as tout raconté, cette histoire-là? Je sais qu'elle est encore jeune, Olivia, mais c'est-tu quelque chose que tu parles avec elle des fois? C'est touché de savoir à quel moment est un bon moment. Elle a su très tôt que c'était une grande guerrière qui a passé au travers de tout plein d'épreuves, mais qu'elle est faite forte, puis que franchement, regarde où elle est rendue, en santé, grande, intelligente. Fait que ça, c'était important de l'instaurer dès le départ. La partie de « t'avais un frère, puis il n'est plus là », j'essayais de le cacher. Je le sais que ma fille est un peu comme moi, elle est proche de ses émotions. Fait que ça leur a été plus difficile. Puis franchement, ça l'a été glissé par accident. Son père, qui est super fier d'elle, qui est étroitement en relation avec tout ce qui s'est passé, que c'est un grand donateur maintenant de l'hôpital, que vraiment, il aime en parler, il en procure une joie, puis aussi de donner de l'espoir à d'autres personnes. Le compter à quelqu'un d'autre, puis devant elle. Puis cette partie-là, elle ne le savait pas. Puis ça a été un choc, sûrement? Un gros choc. Parce que c'est un choc aussi un peu identitaire. Oui. Ah, mon Dieu, j'avais... En fait, je pouvais avoir un frère, mais... Oui. Fait que là, j'ai essayé d'aller en parler avec elle. C'est sûr qu'elle est petite. C'est difficile pour elle de mettre des mots là-dessus. Puis autant que je suis touchée de la personne qu'elle est, parce qu'elle a une grande sensibilité, c'est détruisant comme maman d'entendre pourquoi lui, il n'est pas là, puis moi, je suis là. J'aurais donné ma place, maman, pour que lui soit là. Ah, c'est dur. C'est une belle chose, mais en même temps, j'ai des frissons. ça fait mal. Tu te dis, wow, ce petit être humain est tellement empathique, puis prête déjà à se dire comment ça aurait dû être lui et non moi. Mais tu sais, c'est une chose qu'au fil des années, quand elle veut en parler, on en parle. Je te dirais qu'elle n'est pas complètement rendue au point qu'elle veut en parler. Une fois de temps en temps, elle m'en parle, mais ça reste très... Une étape à la fois. Oui, absolument. Vraiment. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ton entourage qui avait vécu la même chose que toi, un parcours d'infertilité, ou tu étais vraiment seule là-dedans? Seule, complètement seule. Je savais même pas qu'il pouvait avoir des bébés prématurés. Je connaissais un petit peu l'infertilité, mais je savais même pas les étapes à suivre d'un parcours d'infertilité. Au contraire, je pense que tout le monde alentour de moi était extrêmement fertile. C'était complètement l'inverse. Ça l'amène des fois, autant que tu vas être joyeux pour les autres, autant que pendant que tu le vis puis que toi, ça fonctionne pas, tu te dis « Pourquoi? Pourquoi moi, ça fonctionne pas? » C'est dur. C'est difficile. C'est de l'isolement. Ça doit vraiment être dur. Parce que c'est comme une forme de jalousie, tu sais, j'imagine, qui peut venir en toi de voir d'autres personnes réussir aussi facilement, peut-être. Puis toi, tu te dis « Ah! » Puis est-ce que toi, c'était comme un manque d'ovules ou, tu sais, c'était-tu... Dans le 25 d'infertilité inconnue.
Ah Fait ouais. qu'on a fait tous les tests, compatibilité, problèmes Ouais. antérieurs. On a même fait beaucoup des tests aux États-Unis, que les tests étaient un peu plus avancés. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse dire le pourquoi du comment. OK. Est-ce que c'est une meilleure chose? D'un côté, on me dit à n'importe quel moment, je pourrais tomber enceinte naturellement. C'est jamais arrivé par contre. Puis d'un autre, tu te dis, Colin, ça serait le fun de savoir, tu sais, c'est ça, puis on peut mettre ci en place. Fait que c'est plus de l'essai-erreur, de l'ajustement de médication. Mmh. Oui. Je comprends. Puis tu as dit que tu es allée consulter auprès d'une psychologue? Oui. OK. Directement après Ça a pris l'accouchement? 1 an. Non. 1 an. Ça a pris 1 an. J'étais pas ouverte au début à en parler. Au contraire, j'allais vraiment m'isoler, faire ça de façon discrète par moi-même, ne pas en parler. J'ai eu aussi beaucoup de rancœur envers le papa de ma fille parce que lui n'était pas nécessairement... Il était affecté, mais d'une différente façon. Hein. On est tous affectés d'une différente façon. Oui. Ça m'a pris des consultations pour comprendre que lui, son cheminement était différent du mien, puis que c'est correct d'avoir différents mécanismes de coopération avec le deuil. Mais oui. Fait que oui, fait que souvent, parce que lui avait pas nécessairement la même peine que moi, je trouvais que ça se faisait pas de pas avoir de peine pour... Mmh. Mais cet j'imagine enfant. qu'en tant que maman, tu sais, tu portes ton enfant. Oui. J'ai pas encore d'enfant, donc Oui. tu sais, je peux pas vraiment relate en ce moment, mais j'imagine qu'il doit avoir quand même une charge émotionnelle accrue quand t'es la maman, là. Absolument, absolument. C'est... Puis c'est drôle parce qu'il a fallu que je le vive pour le comprendre. Ouais. Parce que j'ai entendu des histoires proches de moi de fausses couches. OK. Puis autant que j'étais empathique avec la personne, mais peut-être pas au point que là, je le serais. Parce que tu te dis, ah, mais il n'est pas encore né, tu n'as pas encore eu des moments avec lui, tu n'as pas vu nécessairement sa personnalité, c'était plus un fœtus. Mais non, je pense que c'est de sentir la vie, de porter la vie. Oui. Peut-être le fait aussi que je me dise, j'ai fait tous ces sacrifices-là en me disant, ça, il va ressortir en santé, Ouais. puis tout va bien aller. Fait que c'était peut-être d'avoir le choc que ça a été complètement l'inverse. Je comprends. Est-ce qu'il y a une partie du deuil où tu t'es sentie... Bien, en fait, est-ce qu'il y a eu un moment dans ton deuil que tu t'es sentie vraiment incomprise, soit par ton entourage? Beaucoup. Je ne le sais pas pour toi personnellement, mais énormément d'incompréhension. Puis j'ai réalisé au fil du temps que c'est dur d'exprimer une douleur à quelqu'un qui ne l'a pas vécu ou ressenti. Moi aussi, c'est ça, exactement, parce que je pense que la meilleure personne placée pour soi t'écouter, te donner des conseils, c'est quelqu'un qui a traversé le même deuil que toi. Absolument. Il faut que tu le vives. C'est une expérience humaine. Tout le monde va en vivre dans sa vie, mais chaque deuil, chaque type de deuil va être vécu différemment. Oui. Donc, tant aussi longtemps, exemple, pour ma part, que je n'avais pas parlé à quelqu'un qui avait perdu sa mère, j'étais comme, oh, tu comprends pas ce que je vis en ce moment. Absolument. C'est tellement vrai. Puis même quelqu'un qui vit le même deuil que toi peut le vivre différemment, mais tu es plus proche d'une réalité similaire. Puis je pense que d'échanger avec quelqu'un qui a vécu, fait que si on n'en a pas dans notre entourage, je pense que de retrouver ces ressources-là, ça peut grandement aider. Ouais. Puis pour moi, d'aller consulter une psychologue qui a pu me mettre plein d'exemples, de mieux cerner de « OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est à cause de ci, tu es en train de passer au travers de ça, tu es à telle phase. » Ça m'a aidé à cheminer. Ouais. Mais je pense que c'est le cheminement d'une vie aussi. Là. C'est pas un nombre de temps qui va faire en sorte que tu vas être complètement guéri, mais tu peux évoluer là-dedans. Puis je pense que le plus important, c'est de trouver sa lumière au bout du tunnel. Vraiment. De ne pas se perdre. Mis à part la consultation avec la psychologue, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu as trouvés au cours de ton parcours du deuil? Oui. Puis je trouve encore à ce jour que d'extérioriser en mots, que ce soit verbalement ou à l'écrit, mais de mettre des mots, je trouve que ça fait toute la différence. Fait que quitte même à ouvrir mon téléphone quand je suis vraiment triste, puis je le sais qu'il n'y aura personne pour comprendre, de commencer à composer, puis à tout ressortir, puis quitte à juste déliter la note après, là, ne même pas aller la revoir, mais de l'extérioriser, je trouve que ça l'aide énormément. Vraiment. Ouais. Est-ce que toi, ça a été...
moi, j'en ai parlé énormément. Je suis pas allée consulter en psychologie, mais été vraiment d'en parler aux personnes les plus proches de moi, puis énormément, là. À chaque fois que je les voyais, je devais on dirait que chaque fois que j'en parlais, j'avançais vers l'avant. Vraiment. Puis moi, ça a été beaucoup de lui parler à haute voix. Ah oui? Ouais, même des fois quand je conduis à ce jour, Oh. je pense à elle, puis je lui dis ce que j'aimerais lui dire, tu sais. Est-ce que tu fais comme si tu avais une conversation ou tu le sors une fois? Je le sors une fois, j'ai pas exactement parce que je sais pas c'est quoi qu'elle Oui. dirait exactement, mais non, je fais comme je shoot tout ce que j'ai besoin de lui dire. J'ai Puis, jamais essayé ça. non? Non. Peut-être tu pourrais l'essayer prochaine fois que tu penses. Puis tes proches à toi, comment ils ont réagi à ta peine? Tu sais, je sais qu'il y a ta sœur dans tout ça. Ouais, ben ça c'est sûr, on l'a vécu complètement différemment. Ouais. Moi j'avais 20 ans, elle 14. Donc déjà là, l'âge, c'est un gros facteur. Puis tu sais, elle est allée vivre chez ma tante après son décès. Donc j'étais pas non plus super proche d'elle. Tu sais, je n'étais pas dans la même maison pour être capable de la voir aller. Tu sais, est-ce qu'elle en parle assez? Ouais. Mais même quand j'essayais, moi, tu sais, de l'appeler, puis ou quand j'allais la voir, puis c'était toujours non, je veux pas en parler, je veux pas en parler. Donc, ouais, on l'a vraiment vécu de façon différente. Ah, c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Hein? Vraiment. Juste avec mes frères, pour mon père, on a été à son Ouais. chevet jusqu'à vraiment son tout dernier souffle. Fait qu'on a tous vécu le même parcours avec mon père, mais après ça, le deuil, Ouais. comme toi, j'ai mon frère que c'est... Si tu veux parler des bons moments, si tu veux parler de papa quand il était encore en vie, sans aller dans ça, il n'y a pas de problème, il est ouvert à ça, mais je vois que lui, c'est... Non, il y a comme une barrière d'aller chercher trop loin dans les émotions, ça lui fait mal, il veut pas relever ça. Ben oui. Ma sœur, c'est un mix des deux. Puis moi et ma mère, je pense que d'échanger là-dedans, ça nous a fait du bien. Je comprends. Ouais. Si on veut je veux juste clore quelque chose avec le processus d'infertilité. Là, je sais que, en fait, j'ai vu que tu as essayé avec ton conjoint. Oui. C'est Michael? Oui. Michael. Puis là, tu as mis ton projet sur pause. Ça, le revivre, te rebaigner là-dedans, comment tu as vécu ça? C'est énorme. J'ai toujours voulu avoir plusieurs enfants. Mon but n'était pas d'arrêter à un. C'est de se dire, ben peut-être que ça va fonctionner. Puis c'est aussi de se dire, j'étais avec un conjoint, son rêve a toujours été d'avoir un enfant. Puis d'être celle qui fait comme, non, ça n'arrivera pas. Je trouve ça plate, surtout que mon envie à moi serait d'en avoir d'autres. Mais c'est gros de se dire, je vais repartir dans ce tourbillon-là que je ne sais pas exactement comment ça va finir. Est-ce que de un, je vais réussir à tomber enceinte? Est-ce que de deux, ma grossesse va être plus belle que celle que j'ai eue? Est-ce qu'elle va être plus douce? Est-ce qu'il y a un risque de prématurité? Encore là, c'est tous des facteurs qui pèsent. Mais il y a un point que je m'étais dit, on va l'essayer, puis la vie va en décider. Ouais. Il y a eu un point aussi que j'ai fait comme, oh, je suis en train de me perdre. Je trouve ça dur émotionnellement. Le gap de 11 ans entre le vivre une première fois à le refaire là. Peut-être que j'avais une énergie étant plus jeune aussi, ou comme c'était le premier, je l'avais pas vécu. Fait qu'on dirait que de le revivre une seconde fois, je trouve ça plus dur. Bien, je comprends. Ouais. Parce que c'est un terrain inconnu, même si tu as vécu ce processus-là il y a 11 ans, ça peut être complètement différent. Oui. Fait qu'on a mis une pause, mais ce n'est pas un projet fermé non plus. Mais c'est ça. Je pense que c'est l'important dans toutes les sphères de sa vie, c'est de s'écouter. Ouais. Puis à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de faire une pause. Fait que c'est qu'est-ce qu'on a fait. Je comprends. Donc, si on transitionne vers le décès de ton cher papa, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta relation avec lui, comment il était? C'était quoi son nom aussi? Jean. Jean? Mon père s'appelait Jean. C'est sûr que il y a certaines personnes qui idéalisent son papa. J'en suis une d'entre elles. Surtout que là, il est parti. Fait que je vois plus ses qualités que ses défauts, mais c'était un papa extrêmement présent auprès de ses petits-enfants aussi. C'était le rassembleur de notre famille. C'était celui que, quand tu avais besoin d'un conseil,
automatiquement, je prenais le téléphone, j'appelais papa, besoin d'aide, il se libère, il vient t'aider. Fait que de perdre quelqu'un comme ça dans ta vie, c'est comme un pilier intérieur qui disparaît. C'est énorme. Vraiment, vraiment. Tu sais, moi, j'ai vécu ma mère, en fait, le décès de ma mère, mais vivre le décès de mon père, tu sais, ça doit être complètement aussi un deuil différent. Ils jouent des rôles différents dans nos Absolument, vies aussi. ouais. Puis comment que tu as appris qu'il avait le cancer de la prostate? Il est revenu d'un voyage. Il pensait peut-être qu'il avait contracté la malaria. Il y avait des mots qu'il est allé faire vérifier auprès des docteurs. Ouais. On a appris que c'était le cancer de la prostate. Il nous a rassurés à ce moment-là pour nous dire, écoutez, j'ai des amis, j'ai de l'entourage qui ont le cancer de la prostate. C'est quelque chose qu'on vérifie étape par étape. Dans le pire des cas, je me la fais enlever. Et en général, les hommes ne meurent pas du cancer de la prostate. Mm. Mais mon père n'allait pas au médecin à chaque année pour aller se OK. faire vérifier. Il pensait tout le temps qu'il était en forme. Tu sais. Mon papa, il était fort, il était pas malade, il allait pas faire ses check-ups. Ouais, les papas ont souvent le don de vouloir garder leur vulnérabilité, Ouais. pas trop en montrer pour en fait, avoir l'air fort, là, Ouais. tu sais, justement. Fait que... Oui. Fait que par le temps qu'ils ont réalisé que ces mots ne coordonnaient pas avec le cancer de la prostate, bien, c'était des métatarses partout dans les os. Il était un stade 4. Fait que quand on a appris l'ampleur, bien, c'était juste, on va essayer de la chimio pour ralentir, mais il n'y a plus rien qu'on peut faire pour revenir en arrière. Ouf. Ça l'a pris combien de temps entre le diagnostic puis, en fait, quand il y a eu ses premiers mots et le diagnostic? C'est flou. C'est moins d'1 an, selon moi. Le problème étant Ça l'a pris du temps? Ça l'a pris du temps. On était en COVID aussi. Fait que tous les tests étaient comme retardés. Tu sais, il y avait des mesures mises en place qui faisaient aussi que le personnel était débordé. Mm. Ça a créé des retards. Je ne pense pas au final que ça a fait une différence de le 3 mois peut-être que ça l'a pris pour vraiment avoir l'heure juste, Ouais. que ça a fait une différence au niveau du stade, mais ça a pris un certain moment avant qu'on comprenne, OK, on est là. Mon père n'a jamais voulu demander combien de temps il lui restait à vivre. OK. Au contraire, il croyait beaucoup au conditionnement positif du cerveau. Fait qu'il nous parlait tout le temps de plans futurs. Il nous a pas laissé savoir non plus. Tu sais, c'était « Ah, je vais faire une chimio, on va voir comment... » Puis tout le temps très optimistique. Fait que ça fait en sorte que peut-être que j'étais délusionnelle, mais je m'imaginais avoir un 5 à 10 ans avec mon papa. Puis c'était pas le cas. Oh my God. Moi, pour ma part, on savait le temps qui lui restait, même que ça a été plus long que prévu. Comment vous l'avez appris de base? Ben, elle, c'était en fait, elle avait une grosse migraine. Oui. Elle est allée à l'hôpital, lui ont dit que c'était une migraine. Là, elle est revenue à la maison. Puis le lendemain, mes grands-parents l'ont forcée à retourner à l'hôpital, puis à faire pousser les tests. Donc, elle a fait un MRI. Oui. Puis ils ont vu qu'elle avait une tumeur grosse comme une orange dans le lobe frontal. Fait qu'elle commençait déjà à mourir à ce moment-là parce que ça se liquéfiait. Mais suite à l'opération, on l'a su 3 semaines après. Puis nous, c'était juste un peu avant la COVID. Ben, c'était en septembre 2019. Donc, la COVID, c'était en janvier 2020, quelque chose comme ça. Mais ouais. Fait que là, elle apprend le verdict. Il reste 3 semaines. Qui le prend plus difficilement? Pas il lui reste 3 semaines. C'était le délai entre l'opération puis le diagnostic. Mais en fait, eux lui ont donné 4 mois environ. Okay. Puis c'était 8 mois au final. Ouais. C'est rapide. Ouais. Mais tu sais, ton processus de deuil, il a dû déjà commencer dès le diagnostic. On dirait, on pense souvent que le deuil se fait après le décès, Ouais. mais dans un cas comme la maladie, Ouais. le cancer, ça commence jour 1, dès qu'on connaît le diagnostic. C'est vrai. Quand tu as su que ton père avait le cancer, est-ce que c'était un moment où c'était un lockdown, où tu pouvais pas l'accompagner à l'hôpital? C'était on and off pendant le temps qu'il a commencé les traitements. Je me rappelle une fois que mon père était faible, il allait en chimio, puis elle ne pouvait même pas l'amener en chaise roulante jusqu'à sa chimio. Elle devait rester à l'extérieur et ça, j'ai trouvé ça tellement plate de se dire comme, faut que tu vives ça en plus, pas accompagné de la personne qui est ton support, Absolument. qui est ton pilier.
Je trouve ça un peu atroce. Mais ça dépend. Il en a fait plusieurs chimios, puis il y a des fois que les restrictions étaient tombées, d'autres qui étaient présentes. Fait que ça l'a changé. C'était plus au niveau de la fin de vie que pour nous, ça a été critique, la COVID, puis que ça l'a vraiment impacté. Oui. Parce que il n'a pas été capable d'être en soins palliatifs. Exactement. Comment On faisait ça des s'est appels, passé? c'était plein partout, des listes d'attente, pas de possibilité de l'envoyer en soins palliatifs. Et ça se dégradait au point que je ne pense pas que c'est humain qu'une famille s'occupe de quelqu'un qui est vraiment en train de mourir à petit feu comme ça. On n'a pas nécessairement les outils. Fait qu'il n'y avait pas de place en maison palliative. Les CLSC pouvaient venir nous aider, mais c'était vraiment restreint, alors c'était pas autant qu'à l'habitude. On a appelé au privé pour des infirmières au privé pour venir nous aider. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de disponibilité. Fait que moi, mon frère, ma sœur, une chance, on est trois, les trois, on est proches, on a arrêté de travailler. Ouais. On a été là à temps plein avec ma mère parce que ma pauvre maman, Ben pour oui. vrai, c'est autant dur que c'était pour nous. Je peux pas m'imaginer pour elle. Là. C'est son partenaire de vie, c'est ta vie qui est complètement chamboulée. Fait qu'on a été là avec elle jusqu'à la fin. Ça a été très traumatisant, mais dans mon processus de deuil, j'essaye de le voir comme j'ai eu la chance de donner tout mon temps, de donner tout ce que j'avais à mon père jusqu'au dernier souffle. Puis c'est peut-être un petit baume au cœur en me disant, si on retourne à mon histoire de mon deuil d'enfant, que je me sens coupable de ne pas avoir été là. Fait que c'est comme ça l'apaise de me dire, ben ça a été extrêmement difficile. Ouais. Je sais pas si un humain devrait vivre ça, mais j'ai été là jusqu'à la fin, puis je peux dire que comme j'ai tout donné. Wow. Mais c'est vraiment triste à quel point que tu n'as pas été capable de... En fait, vous n'avez pas été capable de trouver du support, tu sais, pour vous aider à traverser tout ça. On avait le CLSC à compte-gouttes. OK. Mais tu sais, c'était ma mère, des fois, qu'il fallait qu'il administre la morphine, des choses comme ça. Puis c'est sûr, mon père, à la fin, ça s'est rendu cérébral. Fait qu'il était en démence. Fait que Oh my God. d'entendre ton père avoir des conspirations, de se dire... des idées conspirationnelles, de dire comme... Vous essayez que je ne sois plus, alors que nous, on essayait vraiment juste d'alléger. C'était important qu'ils reçoivent ces doses-là. Fait que ça a été dur. Je me dis, c'est dur de mettre ça sur la famille quand on n'est pas outillé. Mais c'est ça. Parfois, le CLSC était là, parfois, il était en manque de personnel. Puis au lieu... C'était à chaque jour, je pense qu'il venait, si je me trompe pas, mais c'était censé être 2 fois par jour. Puis il y a des fois 1 fois par jour que ça fonctionnait pas. Fait que, je comprends. Non, on prenait le relais. Je comprends parce que moi aussi, j'ai dû administrer de la morphine à ma mère. Puis elle, vu que c'était au cerveau, déjà là, surtout dans le dernier mois, j'ai fait le deuil de sa personnalité. Elle devenait des fois agressive. Puis elle avait ces idées-là conspirationnelles où elle pensait que je contribuais à sa fin de vie. C'est dur, hein? C'est énorme. C'est lourd. C'est énorme de... C'est lourd parce que tu portes une culpabilité aussi. Tu te dis, on dirait que ça te fait truquer ton cerveau comme, oh my God, c'est-tu vrai? Oui. Mais non, évidemment. Oui. Mais ouais. Parce que physiquement, c'est la même personne. Ben oui. Mais tout ce qui ressort n'est plus la même personne. Mm-hmm. Puis tu as connu cette personne-là toute ta vie. Oui. Fait que pour moi, mon papa était doux, gentil. Puis je me rappelle avoir dit les mots à mon père, « Mais papa, on le fait parce qu'on t'aime. » Puis sa réponse, qu'il n'aurait jamais dit de sa vie, puis faut pas qu'on se rattache à ça, mais c'était, « Mais moi, je ne t'aime pas. » Tu sais, ça vient te prendre au cœur, mais c'est ça, comme tu dis, ce n'est plus les personnes nécessairement qu'on connaissait. Non. Non. Puis on a fait le maximum qu'on pouvait jusqu'à la toute dernière fin. Là. Puis comment ça s'est passé, ce moment-là? Je me rappelle pas exactement du contexte. On savait pas que ça allait arriver exactement à ce moment-là. On savait que c'était la fin, mais tu sais, on te donne une approximation de jours, semaines. Le but, c'est d'alléger sa souffrance. Fait que non, je me rappelle pas. C'est très vague dans mon cerveau, mais... Tu as dû sûrement l'oublier pour te Peut-être. protéger. Peut-être. Des fois, le cerveau fait ça. Ce que je me rappelle, c'est vraiment lui. Je peux vraiment revoir son visage, qui n'est pas nécessairement les images que je veux me rappeler de lui, mais ça m'a vraiment marqué à ce moment-là. Mais oui. Ouais. Parce qu'il n'a pas fait l'aide à mourir, hein? Non. Non.
OK. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez peut-être considéré ou... Connaissant mon père, je ne pense pas qu'il l'aurait jamais signé. Comme je te dis, il était dans un mode vraiment optimiste. Puis à la fin, c'était délusionnel, Ben optimiste. ouais. Fait qu'on n'a jamais eu cette prise de conscience que ça, je sais que ta mère, elle l'avait. Elle t'a échangé ses derniers aveux. Elle a essayé d'adoucir pour qu'est-ce qui allait s'en venir. Nous, on n'a pas nécessairement eu ça. C'est un petit manque, mais en même temps, c'était beau de voir que, il faisait des blagues, il souriait, il était optimiste, mis à part le dernier délusionnel, là, mais tout le reste, c'était un bon vivant. Vraiment. Fait que non. Ouais. Mon Dieu. Puis, les funérailles, comment ça s'est passé? Mon père était très peu conventionnel. Fait qu'on a essayé de garder ça en tête. On l'a fait à la maison. C'était un artiste. Il a fait des millions de toiles, tellement de toiles. Ah oui? Ouais. T'en as-tu à la maison? Oui. Le problème étant, il y en a trop produit. OK. Mon père gardait absolument tout. Fait que le sous-sol, là, rempli à rebord, de tout bord, tout côté, de tout. Tous mes bulletins depuis toute jeune, là, depuis première année, il les a gardés. On est 3 enfants. Ben oui. Mon ballon poire avec un trou, il l'a gardé. Mais ça, exponentiel à tout dans sa vie, il l'a gardé, dont les peintures. Mais là, les peintures, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris une pièce dans la maison, puis on les avait affichées partout sur les murs. Puis tout le monde qui venait, parce que les funérailles, on a décidé de vraiment faire ça à la maison. Fait que ceux qui voulaient venir, venaient. Ceux qui voulaient repartir avec quelque chose, repartaient. On a fait nos premiers choix, nos coups de cœur. C'est sûr qu'on en aurait tous voulu en garder encore plus, mais à un moment donné, c'est gros, ils ne peignaient pas nécessairement sur des toiles que tu peux rouler non plus. Des fois, c'était quasiment des meubles comme ta bibliothèque, là, un gros panneau de bois. Fait qu'on il faisait une collection de tire-bouchons. C'était un passionné de l'île de Pâques. Il a écrit des livres sur l'île de Pâques, mais il collectionnait aussi les statuettes. OK. Fait que des moailles, des choses que tu ne veux pas avoir dans ta maison, mais qui avaient une signification particulière pour lui. Fait que là, puis c'était aussi de démystifier qu'est-ce qui a de la valeur qu'on devrait revendre, donner à un musée, quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut garder. Fait que non, on s'est ramassé avec une job vraiment à temps plein aussi après. C'est sûr. Mais si on revient aux funérailles, les funérailles, je trouve que ça a été beau. Je sais que ça arrive à plusieurs personnes, mais comme un boost d'adrénaline. Oui. Ça vient d'arriver, j'étais beaucoup trop joyeuse pour l'occasion. Je te comprends parce que j'ai vécu la même chose, puis c'est vraiment étrange. Moi, ça a duré 1 mois là, environ, mais c'était aucune pleure. J'étais vraiment trop joyeuse, justement. Ça faisait délusionnel aussi. C'est fou, hein? Mais c'est pas tout le monde qui réagit comme ça. Non. Mais c'est un phénomène qu'après qu'on a réalisé qu'il était connu, là, que ça arrive à du monde. Ben oui. Puis c'est ça, juste tout le monde qui rentrait, puis tu sais, vraiment les accueillir avec joie, puis on va sabrer le champagne, on leur le papa, parce que papa sabrait tout le temps le champagne. Puis il n'y a pas eu... Mais en même temps, c'est bien, parce que mon père n'aurait pas voulu qu'on soit triste, puis il aurait voulu qu'on... Il voulait qu'il le célèbre dans la lumière. Oui, fait que c'est ça qui a été fait. La maison, c'était vraiment donné pour en faire un musée. C'était tellement un homme passionné de différentes choses. Collectionner les chapeaux qui ressemblaient à des chapeaux d'Indiana Jones. On a mis ça sur un mur, toutes ses créations de livres. Il a participé à des compétitions de jardin, Laval en fleurs. Fait que là, oh my God! On a tout mis comme sa vie dans un style musée. Je le sais qu'il en aurait été fier, il aurait été heureux. Puis c'est ça qui est beau au travers tout ça. Mais c'était peu conventionnel, sauf que c'était lui. OK. Merci pour ton partage. D'ailleurs, j'aimerais ça te présenter notre partenaire. Donc, Département des moments, c'est une compagnie qui fait la célébration sur mesure, soit avant un décès ou après le décès. Puis, ils ont une question pour toi. Donc, je te la lis. Si tu avais à organiser ta propre célébration de vie, elle aurait lieu dans quel endroit significatif ou idéal pour toi? J'ai jamais fait la réflexion là-dessus. Je sais pas pour toi. Je pense que personne ne le fait vraiment. C'est fou, hein? Puis étant 2 personnes qui ont passé si proches et au travers de tout le processus, je me suis jamais vraiment arrêtée à savoir qu'est-ce que je voulais. Tu peux prendre le temps d'y penser. Je sais pas. Je sais que
je fais quelque chose pour mon père et j'espère avoir la même chose, mais je me promène avec une petite fiole avec ses cendres quand je voyage. Puis étant donné qu'il aimait voyager, bien, je trouve tout le temps une place lors de mon voyage pour en déposer un peu de ses cendres. C'est une bonne idée. C'est le faire continuer à voyager puis d'y rendre hommage. C'est quelque chose qu'il adorait. C'est quelque chose que moi, j'adore. Je pense que c'est quelque chose que mon père m'a transmis. Fait que peut-être que ça... C'est une très bonne idée. Oui. Ben oui, parce que tu continues de voyager justement à travers le monde, mais avec ceux que t'aimes, tu sais. Puis après tout, on redevient terre, on redevient connecté. Fait que pourquoi pas l'être aux quatre coins du monde? Wow! Bonne réponse. Préférablement. Ouais. Ben, bonne réponse. Tout le monde a une réponse différente, mais je pense que l'essentiel, c'est vraiment de faire une célébration, tu sais, qui nous représente au final. Pour toi, c'est quoi? Moi, je pense que c'est sûr, ça serait soit dans un grand champ, tu sais, autour de la nature. Pour moi, la nature, c'est un endroit où je me sens très connectée avec moi-même, où je suis capable de me recentrer, d'arrêter de penser. Puis comme tu as dit, je crois... En fait, je sais pas c'est quoi qui se passe après la mort, mais je crois, comme que tu as dit, qu'on redevient poussière, qu'on redevient nature, dans un sens. Donc, je pense que c'est ça, de me célébrer un moment où, idéalement, il fait beau, il fait soleil. Ouais, je pense que ça serait ça. Ah, c'est beau. Te connaissant peu, mais ça a l'air à te ressembler. Ah, je trouve que c'est très joli. Ouais. On en a parlé un peu tantôt, mais comment que le deuil de ton père s'est manifesté différemment au sein de ta famille? Oui. Donc, au niveau de ton frère, je pense qu'il a consulté. Oui. Il nous en a pas ouvertement parlé, je pense, de ses états d'âme, de comment il se sentait. Comme je te dis, j'ai l'impression qu'avec mon frère, il y a plus une barrière à vouloir connecter au niveau de ces émotions-là. Mais il est allé chercher de l'aide. Il a décidé d'aller consulter. Il nous a partagé comme quelques petites choses qui, lui, il a fait du bien. C'est sûr que lui, c'était le seul garçon de la famille. Ouais. Papa, son petit garçon. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de serré là. Est-ce qu'il sentait qu'il devait remplacer ce rôle-là auprès de vous autres? Je ne pense pas, mais au contraire, en tant que compliment, on lui dit souvent « Tu nous fais penser à papa. » Ben oui. Puis c'est vraiment de tout bon cœur, de qualité qu'on lui dit ça. Puis non, je pense pas nécessairement qu'il pense qu'il doit prendre la place de papa. Il a été présent, mais je pense que lui, c'est un deuil différent qui va plus le faire à l'intérieur. Oui. Et ta sœur? Ma sœur, c'est un mix des deux. Je pense qu'elle aime faire des posts à propos de mon papa, de l'honorer, de garder, elle a une bibliothèque avec tout plein de ses affaires, d'en parler à ses enfants. D'en parler, tu le vois que si elle devient rouge puis tremblotante, là, pour elle, c'est SOS, change de sujet, je ne veux pas aller plus loin. Fait qu'elle est comme un entre-deux. Je comprends. Tandis que moi, j'aime en parler. Ma mère, elle m'a déjà dit quelque chose qui est vraiment resté avec moi, puis c'est on ne meurt vraiment que quand on tombe dans l'oubli, puis papa tombera jamais dans l'oubli. Fait que d'en parler... C'est de le garder vivant. Vraiment. Moi, justement, sur la tombe de ma mère, j'ai écrit que dans l'éternité, les âmes qui s'aiment ne se séparent jamais. Ah, c'est beau. Donc, très beau. Je comprends. C'est beau ce que ta mère a dit. Oui, oui. Fait que non, moi, j'aime mieux en parler, quitte à ce que ça fasse vivre toutes les émotions, pour vrai. Puis c'est plate parce qu'on est dans une société que de vivre trop d'émotions, de l'inconfort, on préfère ne pas en parler. Ouais. Puis moi, je pense vraiment que, comme je t'ai dit, en parler, le verbaliser, c'est qu'est-ce qui va faire le plus cheminer. Puis bravo à toi de mettre justement ça en place, parce qu'il y a du monde qui vont regarder ça puis qui vont se sentir comme si « Ah, je me repère là-dedans. Voici ce qu'elle a fait, voici son parcours. Peut-être que je peux essayer ça. » Ça donne de la lumière. Absolument. Oui. Vraiment. Puis toi, est-ce que tu t'es donné la permission de consulter pour le décès de ton papa ou... Je pensais avoir tellement consulté dans le passé que ne pas nécessairement en avoir besoin. OK. Je te dirais que
dans mon travail, je rencontre beaucoup de personnes. Tout le monde vit des différents deuils. Puis d'échanger avec mes clientes, ça m'aide beaucoup. Échanger avec ma mère aussi. Mais ma mère étant... Là on s'entend, on a avancé tout Oui. ça. Mais au début, je me voyais moins en parler avec ma mère parce que je me disais, qui suis-je pour aller y mettre ma peine alors qu'elle, je trouve tellement que c'est d'une ampleur. Fait que j'aimais mieux être là pour la supporter qu'elle, elle me supporte. Oui, on faisait des échanges, mais il y a des moments où que je me disais, oh mon Dieu, je m'effondre. Mais j'avais pas envie d'y faire revivre ça. Mais avec mes clientes, avec le partage avec des personnes, pour vrai, ça m'a beaucoup aidée. Oui. Puis avec ton conjoint, est-ce que tu réussis à en parler? Ah, mon conjoint, je l'aime beaucoup. Puis il va toujours me prendre dans ses bras, vouloir me réconforter, mais il n'y a pas nécessairement les mots. Puis ça, je pense que c'est l'exemple même de il n'a pas vécu un deuil assez similaire, je pense, pour le comprendre. Il était proche de son grand-père, il l'a perdu, ça lui a fait de la peine, il était plus jeune. Mais je pense pas qu'il comprend l'ampleur, puis j'y souhaite pas que ça y arrive, mais je pense qu'il y a un certain degré qu'il ne pourra pas Ben oui. assez C'est drôle que tu me parles de ça parce que mon fiancé, c'est exactement ça. Il a perdu également son grand-papa quand il était un peu plus jeune. Puis lui, il a vécu vraiment de façon... En fait, il n'était pas capable d'être dans la pièce. Au funérailles, il n'arrêtait pas de pleurer. Donc, quand que ma mère est décédée, ça a été... Il n'était jamais capable de trouver nécessairement les bons mots. Étiez-vous ensemble? Oui. Ah oui? Ouais. À ce moment-là? Oui. En fait, ça faisait même pas un an. Oui. Oh, Ouais. c'est gros comme épreuve pour un couple 8 aussi. mois. 8 mois? 6 mois? 6 mois. Ah oui? Oui. Puis lui, Donc, est-ce qu'il arrivait à être présent? Est-ce qu'il arrivait à... À sa façon, Oui. je pense. Tu sais, à sa façon. Maintenant, c'est complètement différent. Évidemment, tu évolues dans la vie, puis on en parle souvent. Là, il me pose plus des questions. Mais oui, ça a été assez difficile pour lui. Je pense qu'il voulait pas être maladroit non plus. Oui. Oui, je pense qu'il y a un mix de ne pas vouloir être maladroit. Mm. Puis souvent, le monde essaye de réparer, de t'enlever la douleur. Mais des fois, c'est juste de dire, je suis là, puis je suis là pour t'écouter. Vraiment. T'sais, je ne sais pas quoi te répondre, mais je suis là. Des fois, c'est juste ça, la solution. C'est pas de tout de suite essayer que... De trouver les solutions, puis d'être go, go, go. Oui, exact. Peut-être qu'il y a une personne qui doit être dans le déni pendant 1 an, 2 ans. Tu sais, puis il y en a d'autres qui vont... Il y a des deuils aussi. En fait, il y a du monde avec qui il enchaîne avec le cours de la vie. Donc, exemple, j'ai perdu ma mère, boum, la semaine prochaine, on n'en parle plus, let's go, on avance parce que sinon, ils vont penser que ça va les affecter trop. Mais il y en a pour qui ça se passe pas comme ça. Fait que, ouais, chacun, on a un parcours vraiment particulier à nous. Puis je pense que c'est de respecter le rythme. Oui. Puis comment la personne veut l'extérioriser. Vraiment. Mais c'est aussi de s'écouter puis de trouver l'aide ou d'en parler, de le verbaliser. Oui, vraiment. Y a-tu des signes ou des petits rituels que tu fais pour te sentir plus rattaché à lui, plus connecté à lui? J'ai pas de rituel en tant que tel. Ça va être plus dans des petites choses anodines que je vais voir mon papa. Des traces dans la neige d'animaux. Mon papa aussi était un grand amoureux de la nature, des animaux. Fait que ça me fait penser à lui. Une grenouille prise dans ma piscine. Normalement, c'est lui qui s'en serait occupé. Là, c'est moi qui le fais, qui marche jusqu'à l'étang puis qui va reporter la grenouille. Tu sais, c'est plus, je reprends des gestes que lui faisait, puis ça me fait sentir plus près de lui à ce moment-là. Mm-hmm. Il y a des petites choses qui sont arrivées qui me fait un clin d'œil à lui. Je sais pas si je suis quelqu'un qui croit entièrement aux signes. Oui. Je suis plus du type à me dire c'est une coïncidence, mais j'ai arrêté de vouloir me battre contre c'est peut-être juste une coïncidence. Ça me fait du bien de dire ah, mon papa est là. Je ne sais pas si j'y crois, mais je préfère y croire que pas y croire. Moi, ben
moi, c'est sûr que j'y crois. En fait, je suis allée consulter 2 Ouais. fois avec une médium. Oui. Oui, oui. On va la recevoir dans pas long au podcast. Oui. Expérience incroyable. Ah ouais? Incroyable. Vraiment, j'avais l'impression de jaser avec ma mère. Ah mon Dieu, je suis vraiment curieuse à ce niveau-là. Ouais. Puis Est-ce que tu serais ouverte? absolument, Oui? OK. absolument. C'est pas parce que on dirait que j'ai pas eu assez de preuves ou de vécu pour Ouais. pas me mettre un doute puis faire comme c'est juste une Oui. coïncidence qui fait du bien. Mais je pense que s'il m'arriverait quelque chose de gros, le plus gros qui m'est arrivé, c'est ma fille qui rentrait dans l'auto en revenant de l'école. Mhm. Puis mon père lui a appris les échecs. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble, dont lui apprendre les échecs. Et juste avant de rentrer dans l'auto, puis là, on parle à peut-être quelques mois du décès de mon père, Ouais. elle a trouvé un pion d'échecs. Puis elle s'est assise dans l'auto, puis elle me l'a montré. Puis j'ai dit, quelles sont les chances? On est à l'école, dans une cour d'école, juste avant de rentrer. Ouais. Elle trouve un pion d'échecs. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, je pense que c'est la fois que j'y ai le plus cru. Est-ce qu'encore là, c'est une coïncidence? Mm. Je le sais pas. Mais non, je pense que. Mais comme tu as dit, moi aussi, des fois, quand je partage les petits signes que je vois à des personnes comme mon chum, qui est plus du type rationnel, ils comprennent pas. Mais moi, je me dis, hey, pourquoi pas me dire que c'est elle? Même si c'est pas ça, tu sais, pourquoi pas le voir comme un clin d'œil, Ouais. comme un acte de présence Ça fait pour te du dire, bien. hey, je suis là. Oui. Tu sais. Oui. Fait que Ouais. non, je suis complètement ouverte. Puis très curieuse de savoir c'était quoi ton expérience. Si elle t'a dit des choses qu'il n'y aurait pas une autre personne que Oui. toi, oui. Plusieurs affaires. Je vais le raconter, évidemment. Ouais, Ah, dans un- super intéressant. Ouais. Vraiment, j'ai hâte d'entendre ça. Ah. Puis, comme mot de fin, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a traversé ou qui traverse en ce moment le même deuil que toi, que ce soit dans le processus d'infertilité ou le deuil de son papa, ce serait quoi que tu dirais? Que tous les sentiments sont valides. Peu importe comment tu le vis, ta peine, ta douleur, elle est valide. Puis, si tu en ressens le besoin de l'extérioriser, je pense que ça peut juste acheminer à passer à une autre étape. Tu sais, Mhm. c'est vraiment, je trouve qu'il y a plusieurs étapes dans le deuil, puis qu'on traverse ça au continu. Fait que non, vraiment de s'écouter, puis que c'est valide tout ce qu'on ressent. Merci. Ça fait Merci plaisir. pour ton partage. Ta vulnérabilité, c'est un sujet qui est justement très vulnérable. Donc, merci beaucoup. Puis, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode.